Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une mission faite pour les cadres, les intellectuels, les penseurs, les artistes, les économistes, les financiers, parce que tout simplement, il faut remettre le continent africain en marche. Il faut un sursaut de patriotisme, un sursaut de rigueur, un sursaut, je dirais, pour faire un bond en avant. C'est dans ce cadre précis que je reçois avec Laetitia deux grands intellectuels. L'un du Sénégal, que vous connaissez très bien, le pays d'Ousmane Sonko, et l'autre de la République centrafricaine, le pays de Bokassa. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui nous tient à cœur, l'Union africaine. L'Union africaine, c'est le bien le plus précieux, et ce bien le plus précieux, il faut en prendre soin. Rendre l'Union africaine crédible, rendre l'Union africaine forte, rendre l'Union africaine puissante, comme on dit. Pourquoi? Parce que l'Union africaine doit pouvoir régler les conflits qui paralysent aujourd'hui le continent africain. Je prends un exemple précis. La République démocratique du Congo est paralysée par les agresseurs venus de pays voisins, tels que le Rwanda. Il faut le reconnaître que Kagame, s'il n'arrête pas d'agresser la République démocratique du Congo, il fait du tort à tout notre continent et par conséquent à l'Union africaine elle-même. Alors il faut réformer l'Union africaine. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut réformer l'Union africaine pour que quand elle parle, qu'on l'écoute, qu'on la respecte. Par exemple, elle dit à Kagame, tu cesses d'agresser la République démocratique du Congo et à ce moment-là, tu redeviens un bon Africain. Ou alors tu continues à agresser la République démocratique du Congo, tu es exclu de l'Union africaine. Et Kagame doit écouter l'Union africaine. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi l'Union africaine, qui était censée faire décoller le continent économiquement, démocratiquement et naturellement de manière progressiste, comment se fait-il aujourd'hui l'Union africaine elle-même est pratiquement pas du tout respectée, pas du tout écoutée? Est-ce que ce sont les chefs d'État qui bloquent? Est-ce que c'est l'entourage du secrétaire général actuel de l'Union africaine qui bloque? Nous allons en parler de manière pacifique et de manière apaisée. D'abord, la première question s'adresse à notre ami Sissoko, intellectuel sénégalais. Est-ce qu'on doit réformer et pourquoi on doit réformer l'Union africaine? Alors, merci beaucoup, doyen Lancenet. C'est toujours un plaisir de vous suivre, de vous écouter, puisque vous avez une expertise rigoureuse. Et comme je vous l'ai toujours dit, et je ne flatte jamais les gens, et dans le savoir, il n'y a pas d'âge, mais il y a du respect. Je voudrais vous dire à quel point je vous respecte beaucoup. Laetitia, que je découvre avec une jeunesse, et la jeunesse n'est pas un défaut. Et vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. J'ai eu l'occasion de vous écouter et de vous entendre. Faut-il réformer l'Union africaine? Il faudrait d'abord rappeler, et je suis avec mon ami l'historien, dire qu'est-ce que l'OUA et l'UA. C'est extrêmement important pour que nos jeunes comprennent effectivement l'histoire, d'où on vient. C'est en 1963, à Addis Abeba, que, comment dire encore, l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, l'Unité africaine a été créée. Puis, un changement de terminologie, UA, Union africaine, en 2002. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont mis en place cette organisation? C'était seulement pour gérer les conflits, faire de la prévention, puisqu'effectivement, nous sommes 54 pays, et 54 pays, ce n'est pas facile à gérer. Mais nous sommes des Africains qu'on ne l'oublie pas. Alors, nous sommes des Africains qu'on ne l'oublie pas. Et dans votre introduction, qui était véritablement magistrale, encore une fois, je ne flatte jamais. Tout ce que je dis est vrai, c'est ce que je pense. Votre introduction est magistrale et vous avez bien campé les choses. 54 pays, je le dis exprès pour vous dire tout simplement comme en gestion de conflit ou en question interculturelle, comment faire?
Comment faire? Nous avons un président de l'Union africaine qui est intéressant, qui est plurilingue. Il parle 5 langues. C'est extrêmement important quand on doit diriger une organisation aussi importante que l'Union africaine. Et vous l'avez très bien dit, c'est pour le développement de l'Afrique. Mais comment développer l'Afrique quand il y a la guerre? C'est ça. La grande difficulté, c'est ça. Comment faire? Oui, doyen, il faut réformer l'Union africaine. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous quereller. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique, comme le dit le professeur Ramatoulaye Diagne Bang du Sénégal. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Et de façon, comme vous l'avez dit, et vous ne trichez jamais, vous tapez dans le mille, vous dites ce qu'il faut dire, et que ça dérange ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir une critique éclairée. Et votre expertise nous éclaire. Donc, je réponds à votre question, après avoir fait un détour par l'histoire, qu'il faut réformer et donner les moyens à l'Union africaine d'agir pour le pays, le continent, parce qu'on dit que l'avenir est chez nous, mais l'avenir ne peut pas être chez nous quand on est en perpétuelle tension. Il faut la paix pour construire. Hegel disait que les moments de l'histoire, quand il y a la guerre, c'est tout simplement un bouleversement où les oppositions s'affrontent pour créer quelque chose. De ces conflits doivent naître une compréhension mutuelle qui va donner naissance à la paix. La paix qui va générer effectivement le développement, la mobilité, la circulation, le respect des uns et des autres et de la démocratie. Voilà ce que je pouvais dire. Je passe la parole à la jeunesse qui va poser les premières questions. La jeunesse de Laetitia et sa génération dynamique. Laetitia, pose ta question. Merci beaucoup, Lanciné. Merci beaucoup à vous d'être présent. C'est toujours pour moi un honneur et une réelle bénédiction de pouvoir m'exprimer, notamment sur un sujet aussi important que l'Union africaine. Donc moi, ma question, c'était déjà parce que tu as très, très bien rappelé l'origine de la formation. Mais aujourd'hui, quand on voit la description de l'Union africaine, c'est pour une Afrique intégrée, comme on dit, prospère, pacifique, mais dirigée par ses propres citoyens. Et qui représente une forme dynamique sur cette scène mondiale. Donc quand aujourd'hui, et j'ai l'impression que ce sont aussi les éléments que tu as rappelés, de dire que ça doit être dirigé par les Africains pour les Africains, moi, mon interrogation, est-ce que le conflit déjà entre les États membres, mais même au sein des propres pays africains, est-ce que le citoyen a réellement la parole? Et lorsqu'on nous donne une définition d'une Union africaine gérée par les citoyens, est-ce qu'il n'y a pas déjà une problématique de la façon dont chaque pays est géré qui puisse permettre et découler ce côté pacifique que l'on veut pour cette unité africaine? Donc pour moi, la question, c'est qu'est-ce que vraiment aujourd'hui l'image de l'unité africaine, avant de parler de l'Union africaine? Et donc, ma question s'adresse à vous deux. Mais... Oui, donc, alors, bon, d'abord, je salue les téléspectatrices et téléspectateurs, toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui ont écouté avec brio l'intervention du doyen Camara et la question de Laetitia. Et nous sommes d'abord ici pour pouvoir aborder cette thématique qui est particulièrement importante pour l'avenir du continent africain. Car il s'agit ici de la nécessité de réformer la principale organisation du continent, la principale organisation qui est ici l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit de réformer, de répondre à des questions. Puisque nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation où les conflits qui minent d'abord le continent, à l'intérieur des États, comme tu l'as dit, Laetitia, et entre les États mêmes, ne sont pas de nature à permettre une quelconque évolution de ce continent-là. Mais il faut d'abord se poser la question, quelle est la nature de ces conflits auxquels d'abord se trouvait déjà confronté l'organisation de l'unité africaine jusqu'au début des années 2000, et que l'Union africaine, à partir de 2002-2003, va hériter de cette situation. Et nous voyons que le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, ici, c'est celui de la République démocratique du Congo, le plus grand pays africain,
le plus riche qui aurait pu être aujourd'hui, eh bien, la porte du continent africain vers l'extérieur et qui, malheureusement, est attaqué, envahi, qui se détruit par un pays voisin, en l'occurrence le Rwanda. Et face à cela, nous avons une organisation africaine qui est l'Union africaine, qui, comme l'a dit le doyen Camara, eh bien, cette organisation, de notre point de vue, ne fait rien. Il y a le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a la Commission de l'Union africaine, qui a son président. Il y a le Parlement panafricain, qui est en Afrique du Sud, qui regroupe les parlementaires africains. Il y a donc des institutions qui ont le pouvoir de décider, de prendre des mesures, de faire appliquer la charte de l'Union africaine. Dans le cas qui nous préoccupe, le Rwanda viole de manière flagrante la charte de l'Union africaine, les principes même de la paix. Et c'est là que nous relevons une défaillance, un dysfonctionnement de l'organisation, d'où l'intérêt de réformer. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Réformer consiste à apporter des mesures positives à une situation qui se dégrade. Lorsque vous avez une chemise où il y a des déchirures, eh bien, la réformer, ça veut dire que vous allez donc essayez donc de rafistoler votre chemise. Vous prenez une aiguille, un ficelle et puis un fil et vous essayez donc soit avec une machine pour donc vous réformer. C'est pareil pour une voiture. Réformer une voiture, c'est la réparer. Donc nous voyons que l'Union africaine est en panne. Il faut la réformer. Ça veut dire que nous devions donner à la commission politique, enfin la commission de paix et de sécurité, la CPS, le pouvoir de prendre des décisions politiques. La décision politique consiste à exclure un pays membre qui enfreint les règles. Ils l'ont fait à l'endroit du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui, selon eux, ont fait un coup d'État, selon l'Union africaine, pas selon nous, selon l'Union africaine, qui aurait fait un coup d'État, et parce que l'Union africaine dit, voilà, dans ce texte, il est interdit de prendre le pouvoir à l'intérieur d'un pays par un coup d'État. Lorsque vous faites un coup d'État pour prendre le pouvoir par la force, l'Union africaine vous exclut. C'est le cas du Gabon également. Le Gabon ayant fait un coup d'État, donc ils ont exclu le Gabon. Une fois que les élections sont organisées et que, à l'issue de ces élections, un gouvernement issu démocratiquement, toujours selon les textes de ces élections, eh bien, le pays est réintégré. Bien. Les trois pays que j'ai cités précédemment, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont refusé de réintégrer l'Union africaine qui leur a demandé d'y revenir. Donc là, voilà, ils peuvent poser des actes. Mais par rapport au Rwanda, c'est là que nous sommes interpellés. Et à notre tour maintenant d'interpeller les responsables de cette organisation. Le doyen Camara a parlé des dirigeants et de leur entourage, du secrétaire général de la Commission de l'Union africaine et de son entourage, de ses collaborateurs. Nous considérons que, au niveau de la réforme, parce que les textes en eux-mêmes ne souffrent de rien, il y a des textes existants, mais il faut appliquer les règles. Hein? Il faut appliquer ces règles-là. Si vous n'appliquez pas les règles, qu'est-ce qui bloque? Nous pensons que les Africains considèrent que le conflit qui se déroule sur le continent, c'est un conflit extérieur qui est importé. C'est-à-dire qu'il y a un pays africain qui est soutenu par des puissances extérieures au continent, que ce sont des puissances publiques ou privées, puisque les multinationales sont privées, les États sont publics, les institutions internationales étrangères sont aussi publiques, qui ont besoin, on parle notamment donc d'un conflit, donc un éco-génocide. L'éco-génocide, c'est qu'on tue les populations pour pouvoir exploiter les richesses d'un pays. Donc on pratique un éco-génocide en République démocratique du Congo, aux yeux de tous. Et là, face à cela, l'Union africaine croise les bras, fait l'indifférent, et nous sommes en droit aujourd'hui d'exiger, à travers ce que nous sommes en train de dire, qu'il faille que l'Union africaine applique sa propre loi, ses propres règles, en excluant le Rwanda,
en prononçant l'exclusion du Rwanda. Ça, c'est la mesure par laquelle il faut passer. Et puisque la commission de paix et de sécurité a le pouvoir de monter une armée africaine pour pouvoir intervenir dans le pays. Parce que, rappelez-vous, lorsque le Niger, il y a eu un changement de régime au Niger, l'Union africaine, via la CEDEAO, donc la CEDEAO d'abord, décide d'intervenir militairement au Niger. Bon, ce qui heureusement n'a pas été fait. Parce qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter un mal à un mal en intervenant de cette façon-là. Au Mali, lorsqu'il y avait les mouvements dits terroristes du Nord ont envahi, marché sur Bamako, eh bien, la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale travaillant avec l'Union africaine, a mis en place une armée. Donc l'Union africaine est en mesure de constituer une armée pour intervenir, s'interposer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo de manière vigoureuse en empêchant ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques décennies. Eh bien, pour cela, il faut que l'Union africaine se donne des moyens. Je vais m'arrêter là. Il faudrait que l'Union africaine se donne les moyens. Les moyens comment? Les moyens financiers. Les moyens financiers. Il se trouve que l'Union africaine a des problèmes de finances. Quand nous parlons de réforme, il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Parce qu'à un moment donné, il faut régler ce problème-là. Ensuite, une fois qu'on a réglé ce problème, eh bien, on dépêche les soldats un peu partout là où il y a des problèmes de conflit. On met à leur disposition les aéronefs, les moyens matériels, les équipements qu'il faut, sans avoir à recourir à l'extérieur. Hein. Nous sommes suffisamment nombreux. Il y a 50 pays membres de l'Union africaine aujourd'hui, sur les 55. 50 membres qui sont vraiment dans cette organisation et qui peuvent notamment sortir de l'argent. Mais comment, justement, comment cela peut être possible? Comment on peut expliquer justement aujourd'hui qu'on soit avec un problème financier alors qu'on parle quand même du continent africain qui nourrit une bonne partie du monde et qu'on soit à se dire que le seul problème qui permette de prendre des décisions vitales, vu que je le répète encore dans la définition de l'Union africaine, c'est voilà, l'intégration du pouvoir des citoyens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2025, on se dise que ça soit un problème de financement? De la bêtise humaine, et de la bêtise humaine tout simplement, et un manque de volonté. La bêtise humaine, c'est quoi? C'est comprendre, comme tu l'as bien dit, les cadres sont là, les textes qui régissent effectivement l'Union africaine sont là. Alors, à qui la faute? Ce sont les citoyens et les individus. Comme le disait, alors, hier on était dans le 16e arrondissement et on a entendu un ambassadeur de la RDC. À votre grande conférence dans le 5e arrondissement doyen, on a entendu un homme politique de RDC qui nous a fait une lecture extrêmement précise de la situation avec 240 dialectes, etc., etc. Et il nous disait ceci: si les populations ne s'entendent pas, mais c'est la catastrophe. Et il disait, l'exemple du génocide au Rwanda, qui était basé sur tout simplement des clivages interethniques, ce que j'appelle la bêtise, le philosophe l'appelle la bêtise. Parce que ces gens ont longtemps vécu ensemble et n'ont jamais eu de problème. La preuve, comment dire encore, la preuve, ce sont les Occidentaux qui nous ont divisés. Mais quand vous passez une frontière, ou une frontière, vous allez de l'autre côté, vous trouvez les mêmes dialectes, les mêmes ethnies, les mêmes populations. Pour quelle raison n'est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une table comme on le faisait à la charte du Mandé pour discuter, gérer traditionnellement les conflits, etc. Nous avons des divergences. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est le problème, c'est tout simplement dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et de ne pas mettre ses billes. Et souvent, et je vais plus loin, parce que tout simplement, c'est dur ce que je vais dire, mais tant pis, le philosophe n'est pas là pour séduire, mais pour convaincre. Nous n'avons pas de citoyen africain. Le citoyen, c'est celui qui est instruit et qui comprend les phénomènes. Il ne va pas négliger la linguistique. Il ne va pas, occulter la déontologie, la morale. C'est-à-dire, comme Lévinas le disait, tu verras sur le visage de l'autre
ton propre visage et tu ne lui feras pas de mal. Mais c'est du bon sens. Mais nous sommes intelligents. L'Afrique ne souffre pas de ressources humaines. Elle manque tout simplement, même pas d'éducation, mais de conscience citoyenne. Ce qu'on appelle la conscience citoyenne. C'est une responsabilité. C'est-à-dire que je suis formé, instruit. Et ce que je veux, c'est le bonheur de moi-même. Mais mon bonheur, c'est le bonheur de mon ami Passema et du doyen et de Laetitia. Mais à travers ça, c'est le bonheur de l'Afrique. On dira que c'est une utopie philosophique, certes, mais c'est possible. Bon, nous sommes là pour réformer l'Union africaine à l'image de l'Union européenne. Exactement. Il faut que la société civile, particulièrement la diaspora, s'implique. Si nous laissons l'Union africaine entre les mains des politiciens, on n'ira nulle part. Il y a beaucoup de dictateurs africains qui empêchent l'Union africaine à fonctionner. Le deal, ce n'est pas ni provoqué, mais c'est un fait, c'est un constat. Ceux qui sont là essayent de garder le pouvoir pour le pouvoir, et nous leur disons que trop, c'est trop. Puisque vous avez régné certains pendant des années sur votre pays et sur l'Union africaine, et vous voyez que tout va mal, nous vous prions de permettre à la nouvelle génération, aux intellectuels de la diaspora et aux intellectuels du continent, de faire en sorte que l'Union africaine repart du bon pied. Nous sommes là pour ça. Nous allons faire des débats à Paris sur comment faire pour que l'Union africaine rebondisse. Et nous le ferons dans des capitales africaines où nous allons effectivement mettre les pieds dans le plat, expliquer, dire que ce n'est pas normal qu'un continent qui est assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants, sur des puits de pétrole soit le dernier de la classe. Voilà la vérité. Maintenant, je tiens à expliquer trois choses. Le nouveau secrétaire général de l'Union africaine sera-t-il à la hauteur? Nous lui faisons confiance. Et nous lui expliquons au nouveau secrétaire général de l'Union africaine qu'avant lui, il y avait par exemple Edem Kojo. Edem Kojo, pour nous, c'était un grand intellectuel, un grand patriote qui avait des idées et qui avait ce que j'appelle un projet pour l'Union africaine à l'époque. Et il ne l'a pas fait. Une fois qu'il a quitté la direction de l'Union africaine, enfin c'était l'OUA à l'époque, oui, il est allé se fourvoyer avec Agnès Ingbe père. Bon, la vérité est que un secrétaire général de l'Union africaine qui va soutenir un dictateur, il discrédite lui-même sa propre personne, mais aussi l'institution qu'il avait plus ou moins à charge pour avancer. Agnès Ingbe père a su se servir de Kojo. Et après Kojo, quand il a compris qu'il était avec un dictateur qui était assis sur des tas de cadavres d'innocents, il a pris effectivement tout de suite ses distances. Oui. Kojo vient à Paris, un grand intellectuel. Il fait même un très bon livre en parlant de l'Afrique, de son avenir, de sa jeunesse, en disant que lui, il a pris sa distance, cette distance avec le pouvoir de Agnès Ingbe père. Entre-temps, le même Kojo, qui était pour nous quelqu'un de sérieux, quelqu'un de patriote, qui avait été à la tête de l'Union africaine. Entre-temps, un jour, il me dit, je rentre à Lomé. Oh, Kojo, comment tu rentres à Lomé après tout ce que tu sais sur le régime de Agnès Ingbe père? Il dit non, Chirac a dit à Agnès Ingbe père, si tu rentres, tu seras le Premier ministre et tu vas réconcilier les Togolais avec le gouvernement togolais. Et j'ai dit que c'était un leurre, que c'est une, je dirais, supercherie, qu'on est en train de le manipuler, de le tromper. Et il dit, voilà, si toi tu veux rester au bord de la Seine, tu restes au bord de la Seine. Moi, je rentre. Il est rentré. Il a servi encore le même Agnès Ingbe père qu'il avait à un moment donné quitté définitivement. Et ce dernier s'en est encore resservi. C'est-à-dire quelqu'un qui a été secrétaire général de l'Union africaine, qui avait quitté un dictateur, qui revient encore pour servir un dictateur. Alors, Agnès Ingbe père s'en est bien servi,
et jusqu'à la mort de ce dernier. Gnassingbé père meurt. Nous, on pensait que Kodjo, sachant ce qu'il savait en tant qu'intellectuel et en tant qu'humaniste, qu'il n'allait pas permettre de servir le fils. Voilà toute la vérité. Oui. Et bien, le fils s'en sert aussi. Un secrétaire général de l'Union africaine qui sert deux dictatures. Comment voulez-vous que l'Afrique avance? Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on nous prenne au sérieux? Comment voulez-vous que l'Union africaine avance quand un secrétaire général se permet de telles, disons... mais oui, c'est une erreur, c'est une grosse erreur. Maintenant, on n'est pas là pour ressasser le passé. Non. Nous voulons avancer. Nous disons à la diaspora de nous rejoindre pour les réformes à entreprendre pour faire de l'Union africaine quelque chose de fiable et de crédible. Nous ne sommes pas contre les chefs d'État africains. Nous leur disons qu'ils ont fait leur temps, certains se sont même enrichis de manière opaque. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est à la fois le présent et le futur. Oui. Nous voulons donc, avec les intellectuels de la diaspora, mais avec les intellectuels de l'intérieur de nos continents, nous voulons réformer l'Union africaine de la manière la plus pacifique, la plus apaisée, la plus sérieuse. Si l'Union européenne avance, c'est parce que ces intellectuels, ces humanistes, ces penseurs, parfois quand ils voient que quelque chose va mal, ils le disent. Et rien ne nous empêche de dire ce qui va dans l'Union africaine et ce qui doit être fait. Alors, ce qui doit être fait, c'est de réformer. Ce qui doit être fait, c'est de passer la main à une nouvelle génération de gestionnaires. Des gens qui ne sont pas corruptibles, qui ne sont pas manipulables. Je ne dis pas ça pour mettre quoi que ce soit sur qui que ce soit. Je dis que l'Africain aujourd'hui, à travers l'Union africaine, doit se retrouver et se reconnaître. La preuve, les populations africaines ne font plus confiance à l'Union africaine. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. En plus, les coups d'État, je suis totalement contre. Mais un chef d'État qui est élu 100 fois, première fois, 2 fois, 3 fois, et qui ne veut plus partir, c'est une forme de coup d'État. Oui. Bon, je ne dis pas qu'il faut appuyer pour autant les coups d'État militaires. Ce qu'il faut dire aux militaires, si vous venez au pouvoir, je le redis, vous faites comme Amadou Toumani Touré. Oui. Le Malien Amadou Toumani Touré, quand il a pris le pouvoir, il nous a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. On lui a dit à ATT, tu n'es pas préparé pour gouverner le Mali. Tu viens de prendre le pouvoir à un endroit où, évidemment, tu étais indispensable. Ce qu'il faut faire, tu organises des élections libres et transparentes, tu remets le pouvoir à quelqu'un qui aura été élu, et tu reviens après. Est-ce que c'est compliqué? Il nous a écoutés, il a fait des élections libres et transparentes, il a remis le pouvoir à Konaré, qui a fait 2 mandats, ensuite ATT, il est redevenu civil, il s'est présenté, il a été élu, et il nous a écoutés, parce qu'un militaire qui écoute les civils, ça aussi, c'est un bon militaire. Oui. Et quand il venait, on lui a dit, maintenant tu t'entoures de bons cadres maliens, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Allemagne, et Dieu sait s'il y en a. Exact. Et ce sont ceux-là qui vont t'aider à gouverner le Mali, à faire décoller l'économie. Il nous a écouté, le Mali, en 2 mandats. Personne ne peut dire le contraire. En 2 mandats, était devenu un pays fréquentable, un pays émergent. Ce n'est que quand, après, ils ont fait encore un autre coup d'État, que le Mali a replongé, et aujourd'hui, le Mali est entre les mains des djihadistes. Maintenant, l'Union africaine doit s'impliquer dans la recherche de solutions concrètes. Alors, ce que je pose comme question, vous, intellectuels de la diaspora, qu'est-ce que vous allez avec nous enfin proposer pour que d'abord nous ayons confiance en nous-mêmes? Le problème, il est là. Est-ce que nous avons confiance en nous-mêmes? Alors, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on mette en pratique, évidemment, un autre comportement qui sera le bon comportement en 2025 pour démarrer. Alors, intellectuel sénégalais. Alors, l'intellectuel... Doyen, j'ai noté la notion de confiance. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien construire. On ne peut rien construire. C'est pourquoi je reviens à ce que je disais sur la notion de citoyen éclairé et éduqué.
Doyen, si le peuple et le citoyen n'est pas éclairé, il ne peut pas choisir et décider. Éclairé en langue nationale, parce que les langues d'emprunt, les gens ne comprennent pas. On ne le dit pas assez. Le citoyen doit comprendre la projection et la vision des gens. Mais pour qu'il comprenne, il faut le dire dans la langue qu'il comprend. Donc, introduisons effectivement, comment dire encore, les programmes en langue nationale, en langue étrangère, mais pour que tout le monde ait un même niveau de compréhension. Et quand on a un même niveau de compréhension, nous pouvons nous mettre à table et discuter. Je vous ai dit que nous avons des moyens de gestion traditionnels des conflits et puis aussi de prévention des conflits, parce que s'il y a des conflits, nous ne pouvons pas avancer. On a beau réformer. Si on ne réforme pas les mentalités africaines du citoyen, on a beau dire, on n'ira nulle part. Vous avez donné des exemples concrets où il y a eu des avancées. Mais comme le disait un de mes professeurs, à chaque fois que l'Africain avance, il recule de 3 pas. Mais ça, c'est difficile. On ne peut pas construire avec ça. Essayons tout simplement de bâtir, comme le disait Descartes, une fondation. La fondation. Quand vous avez une fondation, c'est qui la fondation? Ce sont des citoyens qui ont une morale. Ce sont des citoyens éclairés. Et vous l'avez bien dit, et je sais que vous êtes contre la corruption, contre ces gens qui volent, etc., etc. Donc, le citoyen éclairé, il a une morale. Ce qu'il veut, c'est de servir et ne pas se servir. C'est ça que j'appelle le citoyen éclairé. Et qui sait? Et mobilisons-nous pour taire nos singularités. Et c'est ce que j'appelle la théorie de l'entonnoir. Qu'est-ce que je dois retenir? Est-ce que c'est ma singularité ou ce qui nous rassemble? Et il y a plein de choses qui nous rassemblent pour qu'on puisse construire ensemble. Et tendons-nous la main pour tout simplement que la paix perdure. Et effectivement, moi je suis pour quelque chose qu'on ne fait pas souvent en Afrique, le droit d'ingérence de Kouchner. Vous voyez le Sahel, ça chauffe au Sahel. On parle de la RDC, mais il y a le Sahel. Si un pays africain déroge au cadre, on doit le soumettre. Et il faut qu'on soit exemplaire pour que... Mais on fait comme l'Union européenne. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc, moi, je suis pour le droit d'ingérence. Arrêtez tout de suite les coups d'État. Tout doit passer par la démocratie. Mais la démocratie à l'africaine. On doit discuter sur ce que c'est que la démocratie. Hein. On ne doit pas piéger la démocratie. On doit discuter entre nous. Donc, doyen, c'est possible de réformer. Mais il faut qu'on ait une fondation sur laquelle nous allons nous appuyer pour pouvoir continuer. Et il faut que chacun respecte effectivement les textes et les lois. Si tu ne respectes pas le droit d'ingérence, on te somme d'arrêter. Les Africains doivent comprendre que ce qui se passe sur le continent n'est pas spécifique à l'Afrique. Oui. Les coups d'État, l'Europe l'a connu. Oui. Les généraux de la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Donc, les coups d'État ne sont que les conséquences d'une mauvaise gestion politique d'un pays. Lorsque le pays est bien géré, avec des législations qui sont objectivement bien respectées, et qu'il y a des réponses évidentes aux aspirations et aux exigences des populations, et que chaque institution, aussi bien civile que militaire, est à sa place, eh bien, il n'y a pas de conflit. Ça fonctionne. Un coup d'État, c'est un conflit où ceux qui ont des armes s'en servent pour aller s'en prendre à ceux qui n'en ont pas et les remplacer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. C'est la conséquence de quelque chose. Et donc, il nous appartient de nous saisir de ce qui engendre ce désordre-là qu'on appelle le coup d'État. Et Camara parlait également du coup d'État institutionnel. Des individus qui se retrouvent à la tête d'un pays pendant des décennies, 40. Ils se font élire 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis X fois. Ils ne font rien pour répondre aux attentes des populations au nom desquelles ils prétendent s'exprimer et agir, ou ils ne font rien. Ils ne sont rien du tout. Et en confisquant le pouvoir, ils confisquent ainsi le devenir et l'avenir de tout un peuple. Et c'est à ces individus-là qu'il faudrait vraiment qu'on s'en prenne. Ce n'est pas qu'on est contre eux, mais c'est parce qu'ils constituent un mal. Un frein. Ils constituent un mal pour d'abord les pays.
l'Union africaine, c'est un ensemble de pays. Et tant qu'à l'intérieur de ces pays, il y a des problèmes, des dysfonctionnements, eh bien, ces problèmes et ces dysfonctionnements-là sont transposés au niveau de l'organisation que ces pays ont constituée. Donc, pour résoudre le problème de l'Union, il faut s'attaquer aux problèmes des États, enfin des pays. Ça, des États membres. Nous avons déjà dit dans ce studio, nous avons mis l'accent sur la différence entre un État et un pays. Il y a des pays africains, 55 pays africains. Mais si nous prenons les pays qui se trouvent au sud du continent, qu'on appelle les pays d'Afrique noire, mais c'est des pays où l'État n'existe pas. Nous avions fait une définition de ce que c'est que l'État, une définition de ce que c'est que le pays. La définition que les Africains retiennent de l'État, c'est la définition, entre guillemets, juridique, où les juristes vont dire, ben voilà, pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait une population, un territoire et une organisation qu'on appelle un gouvernement. Mais ça ne suffit pas. Nous avions dit que si nous prenons le cas du peuple palestinien, qui est sur un territoire palestinien, qui a à sa tête une autorité dite palestinienne avec Abbas, eh bien, les conditions juridiques étant réunies, mais ce pays qu'on appelle la Palestine, avec son peuple et son autorité qui est son gouvernement, n'est pas un État. N'est pas un État. Il y a la question de souveraineté, de reconnaissance. Eh bien, dans nos pays, nous avons des groupes d'individus qu'on appelle autorités, nous l'avons dit, qui n'ont d'autorité sur rien. Parce que lorsque vous ne contrôlez pas votre territoire, eh bien, ça veut dire que vous n'avez d'autorité sur personne. Les gens vont et viennent. Lorsque vous êtes incapable de lutter contre la corruption, parce que la corruption, Laetitia, tu as bien fait de poser la question. Pourquoi il manque de l'argent dans les pays et au niveau de l'Union africaine? Mais c'est la corruption qui en est responsable. Tous les fonds qui doivent tomber dans les caisses des pays en question atterrissent dans les mains. Dans les poches. Dans les mains des individus. C'est-à-dire que lorsque vous voulez jeter une pièce d'argent dans une caisse de l'État d'un pays X, eh bien cette pièce-là tombe automatiquement dans la main de quelqu'un et la caisse publique est irrémédiablement vide. Et à partir de ce moment, on se retrouve au Union africaine à demander à l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, nous rappelons que l'Union européenne intervient pour subventionner, financer le fonctionnement de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, vous comprendrez que lorsque vous vous laissez financer par l'extérieur, eh bien, l'extérieur vous pose des conditions. Et c'est ainsi que l'Union européenne, donc l'extérieur, va dire, écoutez, nous sommes en bon terme avec le Rwanda, nous achetons des matières premières que le Rwanda prend en RDC pour nous donner, eh bien, il n'y a pas lieu de lui taper dessus. Bon, voilà ce que... L'Union africaine a été financée longtemps par l'Algérie. Oui. Et c'est le lieu de rendre hommage à l'État algérien qui a souvent donné beaucoup d'argent à l'Union africaine. Kadhafi a financé souvent l'Union africaine. C'est le lieu de rendre hommage à Kadhafi, d'avoir fait son panafricanisme, si vous voulez, solidaire, efficace, à tout moment, quand il avait fait ses voyages, quand il pouvait donner, il donnait. C'est ce que j'appelle le panafricanisme, c'est-à-dire qu'un pays qui est assez riche vient au secours des pays qui n'en ont pas suffisamment. Je retiens que nous allons, à partir de nos débats, mettre sur la table deux choses. Un mandat renouvelable une seule fois. Nous le disons avec énormément de respect. Qu'on ne dise pas que nous sommes en train de mettre le feu à la poudre, ce qui n'est pas le cas. Nous allons exiger dans nos débats un mandat renouvelable une seule fois. Un point, un trait. Et de ce point de vue, nous rendons hommage, par exemple, à l'équipe Ousmane Sonko. Voilà, pour la première fois, la nouvelle génération qui a pris le pouvoir par la démocratie. Et quand j'ai remis le trophée Millet Makeba à Ousmane Sonko, je le précise. Si eux, ils gouvernent mieux que les Senghor, les Ablaye Wade et autres, nous leur donnerons encore notre trophée. Le problème, il est là.
Ils font un mandat renouvelable une seule fois et un point, un trait. Ils essayent d'être rigoureux dans la gestion des affaires de la cité. Macky Sall, je n'ai rien contre lui. La manière dont lui-même il prenait l'argent de l'État pour faire n'importe quoi afin de rester au pouvoir, ça c'est condamnable. Donc l'Union africaine doit aujourd'hui appuyer la nouvelle génération à travers la génération de Ousmane Sonko. Mais si demain on avait la machine de comprendre que Ousmane Sonko et son équipe, eux aussi, veulent devenir des dictateurs, parlons bien, parlons clair. Nous leur dirons que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Nous ne voulons plus de dictateurs en Afrique. Ceux qui attisent l'esprit ethnique, nous n'en voulons plus. Et dans ce débat, nous allons en parler régulièrement. Un mandat renouvelable une seule fois, vous faites vos 2 mandats, vous partez, on élit quelqu'un de bien, quelqu'un de sûr, et à ce moment, ça va créer la confiance, puisqu'on parle de confiance. Oui. Maintenant, concrètement, il faut que la diaspora s'implique dans ce débat. La diaspora a tout à gagner. Elle n'a rien à perdre. Je voudrais que les jeunes qui sont nés ici, qui sont nés aux États-Unis et qui savent ce que c'est que gérer un pays, qu'on les entende dans nos débats. Et pour les entendre, je passe la parole une fois de plus à la meilleure représentante de la jeunesse de la diaspora. Comment faire pour vous entendre et pour vous écouter? Alors après, c'est vraiment gentil de me présenter comme ça, mais je pense qu'on peut être très nombreux à pouvoir représenter la jeunesse parce qu'elle est diverse et variée. Mais moi, c'est vraiment, voilà, ma question aussi, c'est cela. C'est comme je l'entends, donc il y a beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit déjà la définition de la citoyenneté, les problèmes de corruption. Donc, Lanciné, tu l'as justement mis en citant le Sénégal, peut-être comme l'un des pays exemples qui a su sortir peut-être de tous ces conflits, qui aujourd'hui essayent de pouvoir se renouveler, pour donner un exemple. Mais voilà, quand on parle aussi de diaspora, pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, avoir la double nationalité, ce n'est pas possible. Donc, et pourtant, et là je le rejoins, et ça va peut-être aller dans nos ancestralités, ton sang reste ton sang. Peu importe où tu te trouves, tes origines, tes racines resteront les mêmes. Donc, comment aussi assurer pour cette diaspora qui, elle, assume cette double culture, c'est-à-dire se sent bien par rapport à son pays de naissance, mais tout aussi bien par rapport à son pays d'origine, qui reflète aujourd'hui l'image de qui la diaspora est. Comment faire justement pour lui assurer que sa voix puisse être entendue, parce que comme on l'entend, on ne veut plus de coup d'État, mais aujourd'hui, il y a des organisations en place qui font que, et on prend, sans vouloir rentrer dans des débats politiques même par rapport à la Côte d'Ivoire, mais un des politiciens aujourd'hui a été éliminé de la liste parce qu'il n'avait pas la nationalité. Il l'avait perdu en 87. Voilà. Mais je veux dire, comment pouvoir assurer à cette diaspora qui veut s'impliquer qu'elle pourra être aussi entendue, sachant que aujourd'hui l'organisation en place aussi ne leur permet pas forcément d'avoir une voix libre. Oui, mais le système d'élimination existe toujours. Vous savez que quand on veut tuer un chien, on l'accuse de rage. Donc, on va toujours chercher la petite bête pour discriminer quelqu'un. C'est pourquoi j'insiste beaucoup, et c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est sur la conscience citoyenne. Il faut vraiment qu'on se respecte. Il ne faut pas qu'on passe notre temps aller chercher la petite bête pour discriminer. Je vous ai dit, on est capable de discuter et de s'entendre. Mais combien de fois a-t-on éliminé des gens censés apporter quelque chose au pays, mais parce que tout simplement, ils ont eu à un moment de l'histoire pris une autre nationalité. Mais les gens voyagent et la diaspora apporte son expertise, mutualise avec les locaux pour faire du pays quelque chose. Et c'est cela qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut travailler. Respectons-nous, écoutons-nous, ne cherchons pas la petite bête. Doyen, vous parliez effectivement de mandat. J'ai un ami qui est décédé, le professeur Ibrahima Sow,
qui était directeur de l'Institut de l'imaginaire au Sénégal. Il était très taquin, Laetitia. Et il avait écrit un livre qui s'appelle La Révolution citoyenne, un président, un mandat. Et il a choqué beaucoup d'Africains. Mais en fait, c'était tout simplement pour dire stop. Parce qu'un mandat, effectivement, il y a des pays qui l'ont fait. Et il montre très bien que quand on a un mandat, on s'investit pour travailler, mais pas pour sa réélection. C'est vrai. Son hypothèse était très pertinente. Il l'a fait pour taquiner. OK. Mais au fond, il avait un background. Ça veut dire que quand on te dit 5 ans ou 7 ans, tu travailles. Tu ne vas pas faire comme certains en train d'organiser la relève en corrompant les gens pour qu'ils te suivent. Tu fais 7 ans, tu travailles. Tu ne regardes ni Massamba, ni Pathé, tu travailles. Et tu as une vision, et quelqu'un l'avait très bien dit, je pense que c'est hier ou à l'occasion de votre conférence dans le 5e, avoir une vision et suivre le projet pour tout simplement le développement de ton pays, de tes citoyens et de l'Afrique du continent. Parce que tout ce qu'on voit, regardez la fuite des jeunes, on n'en parle pas. Si un citoyen est éclairé, ça veut dire qu'il est bien nourri, il a une autonomie, etc. Il reste dans son pays et il travaille pour son pays. Il travaille pour son pays. Mais si on ne fait rien, il l'a très bien dit, la corruption. Comment veux-tu avoir 10 milliards et tu vois ton voisin? Moi, je ne peux pas être riche et voir mon voisin souffrir. C'est ça le citoyen éclairé, qui pense à tout ça, à partager, à travailler ensemble. Laetitia est compétente, je l'appelle. Laetitia, qu'est-ce que tu peux m'apporter pour construire ensemble? Le doyen a de l'expertise, ne minimisons pas nos doyens. L'Afrique commence à changer, je le dis, ça peut déranger, tant pis. L'Afrique commence à changer, nous ne respectons plus nos doyens. Ils ont de l'expérience que nous n'avons pas. Et quand nous travaillons, quand nous bavardons avec les jeunes, ils nous prennent pour des gens des... Non. Non, c'est la base. Les livres, la tradition, tu ne peux pas les enlever. Exactement. Il faut les écouter pour t'éclairer. Exactement. Cher ami. Alors, je tiens à dire que les doyens ne sont pas prêts à rendre les armes. Merci. En tout cas, dans on le sait. Si tu me permets, doyen. Ni le Cheikh Anta Diop, ni le Bongo Betty, ni le Cabral n'ont rendu les armes. Je ne vois pas pourquoi le doyen. Moi, quand on me dit vieux, je suis très content de l'être parce que j'ai vu beaucoup de choses et je vais en voir encore. Maintenant, la chose, elle est très simple. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a la Côte d'Ivoire qui fait des élections au mois d'octobre prochain. L'Union africaine doit s'impliquer maintenant pour dire qu'il faut que ce soit ce qu'on appelle des élections apaisées. Libre. Il n'y a pas à dire tel est ceci, tel est cela. L'Union africaine doit dire que ce sera le meilleur qui doit prendre le pouvoir par la volonté populaire. Nous ne voulons plus de guerre civile comme ça s'est déjà passé. C'est clair, net et précis. Nous voulons toujours dans notre combat pour réformer l'Union africaine, qu'elle se fasse entendre à l'occasion de l'élection présidentielle qui se dessine en Côte d'Ivoire. Nous disons aux journalistes, ne soyez pas des journalistes toutous, c'est-à-dire bénis. Oui. Dès qu'on dit, faites ceci, ils font ça. Non, le bon journaliste, il doit donner son impression selon ce qu'il voit et selon ce qui peut faire avancer. Je tiens à redire que quand Kadhafi a compris que quand on veut éliminer un chef d'État africain qui fait du bien pour son pays, on commence par le diaboliser sur le plan des médias. Et les puissants médias colonialistes sont prêts à tout. C'est-à-dire que s'il y a des pays africains qui ont été déstabilisés parce qu'on voulait mettre la main sur l'économie, sur les matières premières, c'est grâce à l'appui de puissants médias colonialistes. Et je vais vous citer un exemple. Amadou Tandia, président du Niger, a été un excellent gestionnaire. Quand Amadou Tandia s'est rendu compte qu'en matière de gestion des ressources de son pays, les marchés français avaient la main sur tout. Ce sont les marchés français qui faisaient la loi. Et tout d'un coup, Tandia a dit, ah non, ça ne peut plus continuer. Il dit, voilà,
il faut que ce soit diversifié. Et si nous devons négocier avec les sociétés françaises, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. On ne peut pas indéfiniment prendre les matières premières du Niger quand la population meurt de misère. À partir de là, les médias puissants, je vous dis parce que c'est la vérité, Oui. ils ont commencé à dire que Tandja était dictateur. Tandja, il est ceci. Ils ont alimenté l'opposition qui était à l'époque guidée par les Touaregs, qui voulaient coûte que coûte prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Ils ont tellement tapé sur Mamadou Tandja que Mamadou Tandja, quand il s'est rendu compte qu'il y avait la radio France-Afrique, que Mamadou Tandja a qualifié de radio France-Afrique, c'est-à-dire RFI était devenu pour Mamadou Tandja une sorte de média France-Afrique. Donc il ne disait pas Radio France Internationale, il disait Radio France-Afrique. Intoxication. Oui, il a dit voilà, ils sont là pour machiner. Et Mamadou Tandja donc a mis en prison Moussa Kaka, l'un des correspondants de ce qu'il appelait Radio France-Afrique. Il a mis Moussa Kaka en prison. Alors là, ça a débordé tous les jours. Et j'ai été peiné quand j'ai vu que même Roca, qui se disait homme de gauche, a marché dans cette combine, tapé sur Mamadou Tandja. C'est un dictateur, il est ceci, il est cela. Et puis, Mamadou Tandja, quand il a vu que c'était trop, il m'a fait venir. Il a dit, j'appelle l'Union internationale des journalistes africains à Niamey pour faire ce qu'on appelle des constats. Et il va interroger Moussa Kaka dans sa prison et voir si je suis un dictateur ou pas. J'arrive à Niamey, je vois Moussa Kaka, il est encore vivant, il peut témoigner. Je vois qu'il était dans une prison dorée. Je dis, mais comment se fait-il, toi, tu as fait des informations en faveur des Touaregs qui veulent diviser le Niger. Il dit, non, c'est pas ça, il y a ceci, il y a cela. Et les services secrets du Niger avaient fait comprendre que, quelque part, Moussa Kaka aurait touché même une certaine forme de l'opposition. Bien sûr que Moussa Kaka m'a dit qu'il n'a rien touché et qu'il n'a fait que relayer les informations que les Touaregs lui donnaient. Tout ça pour dire quoi? Qu'il nous faut de bons journalistes. Parce que ces médias... Oui, mais ces médias qui nous font des torts, qui se servent parfois de nègres services pour taper sur le continent, il faut que ces médias sachent qu'ils ont leur information, mais que le peuple nigérien, à l'époque, avait sa manière de voir les choses. Et par conséquent, nous devons tenir tête aux médias qui essayent de nous instrumentaliser et de nous dresser les uns contre les autres. Donc, mes chers amis, l'émission prend fin. Je suis très content de travailler avec des intellectuels, qu'ils soient jeunes ou vieux. Je suis très content de travailler avec la jeunesse à travers les t-shirts et compagnie, si on peut appeler comme ça. Le débat n'est pas clos. Ce débat, nous allons le faire rapidement, à un moment donné, avec de très grands intellectuels. Et en plus, une fois qu'on aura fait ce débat à Paris, nous irons le faire, si c'est possible, à Dakar, à Bamako, à Conakry, parce que c'est comme ça que nous allons avancer. Exactement. Je vous remercie infiniment. Je remercie notre chaîne, notre télévision, qui nous donne la possibilité de nous exprimer librement. Ici, on est libre, on dit ce qu'on pense, mais on n'envenime quoi. On n'est pas là pour rien. Donc, à la prochaine émission, toujours avec préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé. Merci, Sissoko. Merci beaucoup, doyen. Merci, le présidentiel. Merci, la jeunesse. Merci.